Bonjour, je suis le professeur Jack, et aujourd'hui nous allons aborder le récit d'un autre pirate. Celui-ci a la particularité de concentrer tous les éléments qui constituent une bonne histoire d'aventurier. Un flibustier portant le surnom de la Buse, qui a, entre autres, écumé l'océan Indien. Mais sa grande force, sans tenir compte des nombreuses péripéties qu'il aura traversées durant sa brillante carrière de forban, c'est de continuer à hanter les esprits à travers les siècles. Et cela uniquement grâce à une feuille de papier. Il est un des rares pirates français dont on se souvienne, même si avec les pirates, les souvenirs ne sont pas toujours très précis. La principale source d'information provient en effet du livre A General History of the Pirates, écrit en 1724 sous le pseudonyme du capitaine Charles Johnson. Et s'il a contribué à retracer l'histoire de la Buse, c'est principalement à cause de son association avec des pirates anglais. Quoi qu'il en soit, voici une version de l'histoire. Olivier Levasseur est né aux environs de 1690 d'une riche famille bourgeoise. Il aura droit à la meilleure éducation et commence sa carrière en tant qu'officier dans la marine française. On le surnommait la bouche à cause des discours du genre agressif qu'il crachait pendant les batailles, mais surtout la Buse, pour sa manière de fondre sur ses ennemis tel un oiseau de proie. Lorsqu'éclate la guerre de succession d'Espagne, le roi Louis XIV lui adresse des lettres de marque pour qu'il puisse écumer les mers du Nouveau Monde en tant que corsaire. C'est probablement à cette période qu'il reçoit une blessure, qui lui laissera une cicatrice en travers de l'œil. Lorsque la guerre prend fin en 1714 avec le traité de Rastatt, Levasseur refuse de rentrer. Il préfère embrasser définitivement la piraterie au sein de l'équipage, une fois n'est pas coutume, de Benjamin Hornigold. Lorsque l'équipage se disloque, pour des raisons déjà évoquées, Levasseur décide d'aller tenter sa chance le long des côtes africaines. Il mènera ainsi en 1720 une attaque sur le port de Ouida, sur la côte sud du royaume de Ouida. Un port d'esclavagistes d'où était parti quelques années plus tôt une certaine galère, ou Gali. Il capturera plusieurs autres navires aux côtés des capitaines Howell Davis et Thomas Coughlin, avant de se séparer d'eux pour, disons, désaccord. Sa carrière aurait pu tourner court lorsque son navire, la Reine des Indes, s'échoue à Mayotte. Mais par chance, le capitaine Edward England et son lieutenant John Taylor, qui passaient par là, l'accueillent à leur bord. Les compagnons pilleront les îles alentours pendant 1 an, à partir d'une base établie sur l'île de Sainte-Marie, au nord-est de Madagascar. Cet endroit est une position stratégique pour tout pirate. Madagascar est en effet la plaque tournante du Pirate Round, un itinéraire partant des Caraïbes, passant par le cap des Tempêtes ou de Bonne-Espérance, pour ensuite aller écumer l'océan Indien à partir de l'île africaine. Le capitaine England est un homme bon, un humaniste. Trop pour ses 2 compagnons. Ils finissent par l'abandonner sur l'île Maurice, au large de l'île Bourbon, et laissent avec lui ses hommes les plus fidèles. Mais ce ne sera pas la fin d'England, car il parviendra à rejoindre Madagascar à bord d'un radeau de fortune. Mais il y mourra quelques années plus tard de misère et de maladie. À moins qu'il n'ait été empoisonné. Le 8 avril 1721, Taylor et la Buse sont en vue de la Vierge du Cap, un galion dont l'ancre est jetée à quelques encablures de Saint-Denis, au nord de l'île Bourbon. Et ce n'est pas un petit navire, car son volume est de 800 tonneaux pour un armement de 72 canons. À titre de comparaison, le Ouida Gali ne faisait que 300 tonneaux pour 28 canons avant d'être capturé par Bellamy. À bord se trouvent le comte d'Ericeira et l'archevêque de Goa, respectivement vice-roi et patriarche des Indes orientales. Ce ne sont donc pas n'importe quels passagers. Les 2 hommes prévoient de rentrer au Portugal et ils n'ont pas les mains vides. À bord de la Vierge du Cap se trouvent des lingots, des perles, de la soie, des pièces d'or, des objets de culte, et la légende parle même de la Fiery Cross of Goa, une immense croix en or massif incrustée de pierres précieuses si lourdes qu'il fallait 3 hommes pour la transporter. Un butin total difficile à estimer, allant de plusieurs millions à plusieurs milliards de livres de l'époque. Une prise de choix donc pour des pirates. D'autant que le navire est en rade depuis une vingtaine de jours en réparation de dommages infligés par une tempête. Et de ce fait la majorité de ses canons gisent au fond de l'océan, ou sont inutilisables. Sous les yeux de la population locale, qui observe les événements depuis le rivage, le comte mène les défenseurs dans une lutte héroïque, qui donnera du fil à retordre aux pirates, malgré leur écrasante majorité. C'est du moins ce qu'il racontera au roi du Portugal dans une lettre pour justifier de son échec, car il en ressortira vivant. À court de munitions, l'équipage de la Vierge du Cap est contraint de déposer les armes. Taylor demande alors au gouverneur de Saint-Denis une rançon en échange de la vie du comte,
Mais ils le laissent finalement partir, car à côté du butin qu'ils viennent de ramasser, quelques pièces en plus sont bien peu de choses. Chaque membre reçoit une part de 4000 livres. Et c'est Levasseur qui héritera, entre autres, de la croix. La légende veut qu'il l'ait enterré avec le reste de son trésor quelque part sur l'île Bourbon, s'en servant comme d'une banque de fortune. Les deux compères continueront encore quelque temps leurs actes de flibuste. La duchesse de Noailles sera une autre de leurs victimes. Ce navire négrier est lui aussi pris par surprise alors que son ancre est jetée dans une des baies de Madagascar. Mais il ne transporte que des esclaves. De frustration, les pirates l'incendient avec tous ses occupants, ce qui provoquera la colère des habitants des îles Mascareignes, car cela les prive en effet d'une précieuse main-d'œuvre. Levasseur se séparera ensuite une nouvelle fois de son partenaire. Au vu de leurs caractères respectifs, cela n'a finalement rien de surprenant. Les choses auraient pu se terminer paisiblement, car le roi offre alors un pardon royal à ceux qui abandonneraient la vie de Forban pour venir s'installer sur l'île Bourbon. Si la Buse cesse effectivement ses actes de piraterie, il préfère rester sur Sainte-Marie, sans doute pour garder ses distances après cette affaire du navire négrier. Nous sommes maintenant en 1729, et sa reconversion, le pirate la passe comme pilote de navire dans la baie d'Antonguille. Peut-être qu'il n'a jamais pu se résoudre à poser définitivement le pied à terre. Toujours est-il que c'est ce qui finira par causer sa perte. Un jour, il monte à bord de la Méduse, un navire de la Compagnie des Indes qui souhaitait rentrer au port, sans savoir qu'il venait de se jeter dans la gueule du loup. Le commandant de bord, le capitaine d'Hermite, est un négrier notoire, chargé entre autres de capturer les pirates responsables de la destruction de la duchesse de Noailles. Levasseur est reconnu et fait prisonnier. Le pirate déchu est ramené sur l'île Bourbon, où il sera jugé et condamné à la mort par pendaison le 7 juillet 1730. Cette exécution ne sonnera pas la fin, mais au contraire, le véritable renouveau de la légende. Car alors qu'il était debout sur l'échafaud, la Buse aurait sorti un cryptogramme qu'il gardait dissimulé sur lui et aurait crié « Mon trésor, à qui saura comprendre ?» avant de le jeter au milieu de la foule. Et ce trésor, de nos jours les chasseurs le cherchent encore. Quelques-uns y ont même tout sacrifié, comme celui que l'on surnommait Bibic, et qui aura passé 30 ans de sa vie à le chercher en vain. Ce qui est curieux dans l'histoire, c'est que Levasseur vivait pauvrement au moment de sa capture. Il n'est donc jamais retourné chercher son trésor, ou peut-être qu'un de ses collaborateurs l'a doublé et s'en est emparé avant lui. Dans tous les cas, si vous étiez un intrépide flibustier au caractère bien trempé sur le point d'aller boire un verre de rhum en compagnie du diable, est-ce que ce ne serait pas la meilleure des façons de tirer sa révérence? Ben quoi? Je suis un pirate. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, caché quelque part dans ce paysage de rêve, se trouve encore un trésor pirate inestimable.